Alors, bonjour à tous, bienvenue au Cyrano. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui en personne et en mode hybride pour le lancement du Québec économique 10, portant sur les compétences et la transformation du marché du travail. Alors, je me présente, mon nom est Geneviève Dufour, je suis directrice des grands projets de collaboration au Cyrano et coordonnatrice de l'ouvrage. Cet ouvrage était sous la direction scientifique de Benoît Dosti, professeur au HSC Montréal, directeur du centre. Je vais avoir besoin de mes notes pour dire ce long titre, directeur du SIX et co-directeur scientifique de l'ouvrage, ainsi que Catherine Eck, professeure à l'UQAM, ainsi que, ça aussi j'ai besoin de mes notes pour le dire, euh, excusez-moi, je retrouve, co-directrice de l'Observatoire pour l'éducation de la santé des enfants du CHU Sainte-Justine. Alors, merci beaucoup aux deux co-directeurs scientifiques. Alors, vraiment, on est content de vous recevoir pour le lancement de cette 10e édition du Québec économique. Et je vais tout de suite céder la parole à Nathalie de Marcellus-Varin, PDG du Cyrano et professeure à l'École polytechnique de Montréal, pour nous dire quelques mots. Merci. Alors, merci beaucoup Geneviève pour cette introduction. Merci à tous. Vraiment ravie aujourd'hui de recommencer un petit peu nos activités en présentiel. On a ici aujourd'hui uniquement les conférenciers avec nous, mais on remet de la vie évidemment dans nos activités. Et je sais qu'on a une belle audience en ligne, alors je suis vraiment ravie qu'on soit là tous ensemble pour le lancement des activités de la parution du Québec économique 10. Alors, moi aussi, je vais commencer par féliciter mes deux collègues. On sait que c'est beaucoup de travail de diriger en fait la publication d'un ouvrage de ce calibre. On a deux de nos collègues, donc deux chercheurs principaux au Cyrano, qui ont assuré la co-direction scientifique, donc Benoît Dosti et Catherine Hack. Merci beaucoup à tous les deux, parce que ça fait partie évidemment du rôle que vous vous donnez au Cyrano d'aider à valoriser, à vulgariser finalement les travaux de recherche qui sont faits. Et cette co-direction scientifique était vraiment importante. Je remercie évidemment Geneviève, qui a assuré la coordination de la publication d'un ouvrage, 45 auteurs en fait qui ont participé à cet ouvrage-là et c'est vraiment beaucoup de travail et je suis ravie évidemment de voir qu'on arrive année après année à avoir en fait finalement toujours cette réalisation qui soit faite. Donc, comme chaque édition, le Québec économique fait partie de nos publications phares. On essaye évidemment de montrer comment on peut valoriser la recherche qui se fait au Cyrano. On a aussi des collaborateurs, en fait, dans le réseau Cyrano qui se joignent à nous. Et c'est vraiment une façon de mettre en avant nos projets de recherche et aussi, en fait, finalement, des thématiques importantes pour l'ensemble de nos chercheurs. Donc, cette thématique, cette année, en fait, compétences et transformation du marché du travail, ça s'inscrit dans les enjeux actuels de société. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, on a beaucoup d'enjeux et on voit qu'avec la pandémie notamment, il y a une transformation qui s'est effectuée et c'est au cœur, en fait, comme chaque année, en fait, d'un des grands thèmes Cyrano. Et donc, cette année, on l'a mis, en fait, en lien avec la thématique annuelle, le grand thème compétences, qui est dirigé par Catherine Hack et Fabienne Lange de l'Université McGill. Et c'est vraiment une façon pour nous, en fait, de mettre en avant les données probantes associées à ces projets de recherche pour soutenir évidemment la prise de décision et l'élaboration de politiques publiques. Chaque année aussi, dans le Québec économique, nous avons la collaboration de l'Association des économistes québécois qui rédige un chapitre, et je voulais le souligner parce qu'ils rédigent un chapitre associé à leur colloque, mais ça montre évidemment notre collaboration avec l'ensemble en fait, de la communauté des économistes du Québec. Et aussi, en fait, on a toujours un chapitre de conjoncture économique et on demande à un de nos partenaires au Cyrano d'écrire ce chapitre-là. Cette année, c'est l'équipe de Jimmy Jean de chez Mouvement des Jardins, en fait, qui a fait cet exercice-là. Et je remercie parce que c'est une façon aussi de montrer que finalement, on collabore avec l'ensemble en fait, de l'écosystème. Je souhaite enfin remercier François Leclerc et son équipe au ministère des Finances. Donc, François Leclerc est le sous-ministre adjoint à la politique budgétaire. Son équipe et lui assurent la coordination en fait du partenariat de recherche entre le ministère des Finances et le Cyrano. Ils ont impliqué dans ce projet en particulier plusieurs autres ministères, parce qu'on parle d'éducation, on parle d'emploi évidemment, mais je voulais vraiment les remercier parce que c'est une collaboration au jour le jour avec sur certains projets et c'est vraiment très apprécié.
Et évidemment, je vais remercier le ministre des Finances, Monsieur Girard, qui d'ailleurs a souhaité nous adresser un petit mot en fait pour être présent avec nous à l'occasion de ce lancement du Québec économique 10. Donc, je l'en remercie très chaleureusement. Alors, je vous remercie tous d'y avoir participé. Merci à tous les contributeurs, merci à tous nos collaborateurs, merci à l'équipe Cyrano et merci, Monsieur le ministre, d'être présent avec nous ce midi. Bonjour à tous, Éric Girard, ministre des Finances. C'est un plaisir d'être avec vous pour le lancement du 10e volume du Québec économique sur les compétences et la transformation du marché du travail. C'est un livre que j'ai toujours lu lorsque j'étais dans le secteur privé. C'est vraiment une référence, une vulgarisation d'enjeux de politique publique importants et j'aime beaucoup ce qui est produit. Je me permets de féliciter le Cyrano. J'adore le concept de recherche interuniversitaire. Je remercie aussi Catherine Eck et Benoît Dosti pour la coordination du travail scientifique et Geneviève Dufour pour la production. La transformation du marché du travail, c'est extrêmement important. Le gouvernement du Québec prend ça très au sérieux. Ce matin, nous avons eu la publication des statistiques sur l'emploi au Canada et le Québec est essentiellement au plein emploi. Et donc, on doit avoir une approche multivariée pour s'attaquer aux problèmes de rareté de main-d'œuvre. Et on y travaille de deux façons. On veut augmenter le taux de participation de la main-d'œuvre. Alors, il y a tout le phénomène des jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Il y a beaucoup de garçons là-dedans. On doit les aider à obtenir leur diplôme et s'intéresser au marché du travail. Il y a la question du taux de participation des travailleurs expérimentés qui est légèrement inférieur à l'Ontario. Il y a la question des personnes avec un handicap, des Autochtones dont le taux de participation est inférieur à la population générale. Alors, on a beaucoup d'opportunités pour augmenter le taux d'activité et le gouvernement prend ça très au sérieux. Ensuite, au niveau du taux d'emploi, bien sûr, la formation, la requalification de la main-d'œuvre, mais aussi la diplomation, la persévérance, l'accès aux études supérieures, c'est extrêmement important. Bien sûr, l'immigration, la contribution de l'immigration est extrêmement positive à l'économie du Québec et il faut bien intégrer, reconnaître les diplômes pour leur permettre de participer au marché du travail. Et finalement, il y a la transformation numérique des entreprises. Parce que moi, vous savez, un peu le rôle du ministre des Finances, c'est de vulgariser. Et je me promène toujours avec une équation très simple qui fait rire un peu mes collègues. C'est-à-dire que le PIB, c'est Y fois Y sur L. Je viens de me tromper, le PIB, c'est Y est égal à L fois Y sur L, c'est-à-dire l'offre de travail fois la productivité. Et évidemment, l'équation n'est pas linéaire, mais on travaille sur ces facteurs qui contribuent à augmenter la richesse et le PIB du Québec, c'est-à-dire l'offre de travail, la productivité. Et on prend ça extrêmement au sérieux. C'est un sujet qui est extrêmement important pour le premier ministre et on est plusieurs à travailler là-dessus au gouvernement. Et j'aimerais terminer en vous disant que j'apprécie énormément le travail que vous faites. Continuez vos recherches sur les politiques publiques et de mon côté, je fais mon travail pour m'assurer que vous ayez accès à des bonnes données pour faire vos excellentes recherches et nous orienter dans la détermination des politiques publiques. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour ces bons mots et nous sommes heureux de constater que vous voyez l'importance d'avoir des données de qualité pour nos travaux. Alors, maintenant, je vais inviter Monsieur Benoît Dosti à venir présenter un peu l'ouvrage. Merci Geneviève. Donc, me fait un immense plaisir de vous présenter cette 10e édition du Québec économique en lien avec la thématique annuelle qui a été mentionnée par Nathalie là, sur les compétences des travailleurs ainsi que la transformation du marché du travail.
Donc, on m'a explicitement demandé de faire aucun remerciement parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est responsable de ça, mais je vais quand même remercier Geneviève pour la coordination et Catherine qui m'a aidé à la direction scientifique de l'ouvrage, parce que je sais qu'elle ne se remerciera pas elle-même lorsqu'elle va parler tantôt. On m'a aussi demandé de présenter l'ouvrage de façon générale, mais là, je remarque que Nathalie l'a très bien présenté, donc je la remercie. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, j'ai préparé une liste de 125 raisons pourquoi vous devriez acheter ou télécharger le Québec économique. Ben, on en discutait ce matin. C'est peut-être une bonne idée d'acheter la version papier parce que, apparemment, lorsqu'on lit sur papier, on retient plus ce qu'on voit que lorsqu'on se promène numériquement là, sur Internet. Donc, c'est une très bonne idée d'acheter l'ouvrage. 125 raisons. Donc, je vais vous présenter les 3 raisons les plus essentielles. La première raison d'acheter le Québec économique ou télécharger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, il y a eu le Québec économique numéro 9 qui était co-dirigé avec Nathalie et qui portait sur la transformation numérique, comment bien l'effectuer, ses impacts sur la société, sur les entreprises. Il y avait déjà dans cette édition quelques chapitres qui examinaient l'impact de la transformation numérique sur le marché du travail. Donc, il est connu depuis longtemps que le changement technologique influence grandement la demande de compétences, donc que ce soit les compétences sociales ou quantitatives qui sont plus en demande, les habiletés physiques qui sont moins en demande. Comment on peut savoir quelles sont les compétences qui vont être plus en demande, quelles sont les compétences qui vont être moins en demande, comment on peut prévoir les changements? Donc, déjà quelques chapitres qui examinaient ça, mais dans cette édition, la 10e, il y en a encore plus. Donc, c'est comme une suite finalement du Québec économique numéro 9. Donc, je vous recommande d'acheter les deux si vous n'avez pas déjà fait le Québec économique numéro 9. Donc, c'est la suite logique, je dirais, du Québec économique de l'année passée, où on focus sur compétences et marché du travail après avoir focusé sur la transformation numérique. Et moi, j'ai toujours argumenté que les deux allaient toujours ensemble. On ne peut pas penser qu'une entreprise pourrait investir dans la transformation numérique sans investir en même temps dans les compétences et l'éducation de ses employés. La deuxième raison de télécharger / acheter le Québec économique numéro 10, la deuxième raison essentielle, bon, si vous lisez les journaux présentement, un article sur 2 parle de pénurie de main-d'œuvre. Il semble que la pandémie, entre autres, a amené des débalancements entre l'offre et la demande du marché du travail. Et je ne dirais pas pour une fois, mais il se trouve que cette année, particulièrement, le Québec économique s'inscrit vraiment dans cette tendance-là où on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Il y a au moins 3-4 chapitres qui font de l'examen de la pénurie de main-d'œuvre leur focus essentiel. Et j'en profite pour dire un peu un des échecs de ma part en tant que co-directeur de l'ouvrage, c'est que moi, j'avais argumenté comme quoi, au lieu de parler de pénurie de main-d'œuvre, on devrait parler de surplus d'emplois dont personne ne veut. Mais il n'y a aucun des auteurs qui a suivi ma recommandation là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé par la pénurie de main-d'œuvre, puis en savoir plus, ben, lisez allez télécharger, acheter le Québec économique numéro 10. Mais on ne fait pas juste parler de pénurie de main-d'œuvre. Donc, raison numéro 3 pour télécharger / acheter le Québec économique numéro 10, c'est qu'on amène aussi des solutions aux pénuries de main-d'œuvre. Et là, il y a beaucoup de chapitres qui parlent des solutions potentielles. On pourrait penser qu'on n'a pas besoin de trouver des solutions, qu'un débalancement entre l'offre et la demande de travail va se régler tout seul par un ajustement des salaires. Mais pour ça, ben, il faudrait que le marché du travail fonctionne correctement, sans trop d'embûches. Mais on pourrait penser aussi qu'un ajustement va passer par des ajustements structurels du marché du travail, soit par l'offre de travail qui augmente. On a plusieurs chapitres qui parlent de où on pourrait aller chercher ces travailleurs supplémentaires-là, soit les immigrants, soit la population incarcérée. Les travailleurs pourraient être là, mais pourraient ne pas avoir les compétences demandées par le marché du travail. Donc, on a plusieurs autres chapitres qui parlent de l'éducation formelle, comment une population plus éduquée va être plus résiliente face aux défis de la pandémie, le défi de la transformation numérique. Donc, une bonne formation initiale ou d'autres ajustements de compétences post-formation initiale pourraient aussi régler certains des problèmes qu'on voit en termes de pénurie de main-d'œuvre. Et un dernier mécanisme d'ajustement dont on parle moins souvent, c'est celui
de la demande de travail. On a quelques chapitres qui parlent de ça, donc des modifications à l'organisation du travail dans les entreprises par l'utilisation du travail à distance, par exemple, très populaire de ce temps-ci, du télétravail, soit tout simplement l'organisation du travail, comment organiser la force de travail à l'intérieur d'une entreprise pour que moins de travailleurs soient nécessaires. On a plusieurs chapitres qui parlent de ces thèmes-là aussi, donc j'espère que j'ai piqué votre curiosité avec ces solutions potentielles-là. En somme, je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de revisiter ces enjeux-là de transformation du marché du travail et de compétences. Et pour ça, vous avez l'ouvrage idéal pour vous initier à ces enjeux-là, le Québec économique numéro 10. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Alors, je vais juste vous rappeler que le Québec économique est accessible gratuitement en ligne. Donc, vous pouvez acheter la version papier si vous voulez, mais il est gratuit en ligne. Et si vous allez sur le lien partagé actuellement sur le Zoom, vous allez trouver le lien pour le télécharger immédiatement. Alors, maintenant, nous allons procéder avec notre premier panel en lien avec les thématiques du Québec économique. Je vais inviter M. Vaillancourt, Mme Fonseca et M. Naveau à venir s'installer. Alors, ce premier échange porte sur le rôle de l'éducation face aux défis rencontrés présentement par l'économie québécoise, tels que le vieillissement de la population, les changements technologiques, les déséquilibres sur le marché du travail et les problèmes de productivité. Alors, le Québec économique a 3 chapitres portant particulièrement sur ces thématiques et nos panélistes vont donc en débattre aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous présenter M. Vaillancourt. Alors, François Vaillancourt est professeur émérite du département d'économie de l'Université de Montréal. Il est membre du Cyrano depuis 2004 et a également été reçu à l'Ordre du Canada. Madame Raquel Fonseca est professeure à l'UQAM et aussi titulaire de la chaire, il ne faut pas que je me trompe dans les acronymes aujourd'hui, dans la chaire, tu me l'as dit, Raquel? Le CRI. Donc, pour le reste de la conférence, je vais utiliser l'acronyme. Et notre troisième invité est M. Julien Naveau, qui est coordonnateur et chercheur justement à la chaire Le CRI. Alors, je vous remercie tous les trois. Et la façon qu'on va procéder, c'est que chacun va présenter les grandes lignes de son chapitre. Chacun va procéder avec les grandes lignes de son chapitre pendant environ 10 minutes. Par la suite, nous allons poursuivre avec un échange et des questions. Avant que vous commenciez, j'aimerais peut-être juste ajouter, vous le dites déjà, que chacun des chapitres a été écrit en collaboration avec d'autres auteurs qui ne sont pas nécessairement présents actuellement pour présenter. Donc, je vous laisse aller de l'avant. Monsieur Vaillancourt, à vous la parole. Le son va bien? OK, parfait. Alors, bienvenue à tous les gens qui nous écoutent en ligne quelque part dans l'hyperespace. C'est en effet une des premières activités en présentiel au Cyrano. Et pour la petite histoire, j'étais ici le jour où le Cyrano a décidé de fermer le 13 mars 2020. Donc, c'est un peu amusant de se retrouver presque exactement 2 ans après au même endroit. Donc, mon chapitre porte sur le rendement de la scolarité universitaire au Québec 2015 et évolution 2005. C'est avec Claude Montmarquette, qui est malheureusement décédé en septembre dernier, et Brigitte Millard, qui est dans le fond de la salle ici, mais qui refuse de se démasquer. Donc, je pense que c'est moi qui vais présenter le chapitre, j'ai l'impression. Et donc, 3 parties de la présentation, le cadre d'analyse, première acétate qui est là, ensuite rapidement la méthodologie des données, et puis surtout, comme on a seulement 10 minutes, des résultats principaux, puisque je pense que c'est ce qui intéresse les gens qui sont là. Donc, le cadre d'analyse repose sur la méthode du taux de rendement interne. Donc, la formule qui est ici bas, un peu petite peut-être à l'écran, qui calcule un taux tel que la valeur présente d'un investissement soit égale à 0. Et donc, ce résultat-là est obtenu en calculant l'écart de revenus qu'on obtient avec investissement,
moins l'écart de revenus qu'on obtient sans investissement. Ça nous donne les bénéfices sur une période de temps, qui est la durée de l'investissement, qui, dans le cas d'un être humain qui fait un diplôme universitaire, est environ une quarantaine d'années. Puis, on compare ça au coût de l'investissement, qu'on détaille dans un instant, et on calcule par la formule qui est là, le taux de rendement qui donne une valeur présente, donc ce qui correspond à un taux d'intérêt comparable à ce que vous auriez, par exemple, sur un investissement financier. Alors, méthodologie et données, c'est hommes et femmes séparément pour secondaire, premier cycle, et ainsi de suite. Ce sont des régressions du logarithme de revenu de travail avec âge et âge au carré comme variable explicative, des microdonnées du recensement de 2016, revenu de 2015. C'est la génération de profils de revenus bruts et nets d'impôts. Le brut vous donne le rendement social, c'est-à-dire le rendement pour la société québécoise d'un investissement universitaire. Le net vous donne le rendement privé pour un individu de faire un certain investissement universitaire. Donc, si on reprend l'argumentaire du co-responsable du volume tout à l'heure, Benoît Tosti, en termes de ce que vous devriez lire, bien, si vos enfants vous demandent « Est-ce que, page, devrais-tu faire un diplôme universitaire? » Lisez ce chapitre du merveilleux ouvrage Québec économique numéro 10 et voyez combien ça rapporte d'investir l'héritage que votre grand-mère vous donne dans un diplôme plutôt que dans un dépanneur, par exemple. OK? En termes bien concrets, là, dans ce chapitre-là, on vous donne des arguments très forts du point de vue privé, pourquoi faire un investissement. Du point de vue des décideurs publics, parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont des décideurs publics, bien, ça vous devrait vous aider à choisir, hein, est-ce que je dépense un peu plus d'argent pour un nouveau lien routier en quelque part, ou est-ce que je dépense plus d'argent pour améliorer la qualité des universités québécoises, améliorer la quantité de places dans certains programmes contingentés, et ainsi de suite. C'est un peu moins évident que le rendement privé, on est d'accord, les calculs vont être un peu plus, disons, délicats, il faudra faire attention à ce qu'on fait, mais l'idée générale du rendement public, c'est ça. Donc, on a un coût privé, on a un rendement, et on a des données. Les données de coûts sont des sources diverses, des calculs par programme, et dans le chapitre, vous trouvez tous les détails de ces données-là. C'est un peu compliqué de l'expliquer ici. Donc, j'ai mes revenus avant, après, j'ai mes coûts. Qu'est-ce que je trouve? Bien, ceci, c'est le premier tableau de rendement. Hommes, femmes, privé, social, pour 4 niveaux. Ce qu'on constate, baccalauréat, des rendements privés très élevés. 17 pour les hommes, 28 ou 29 pour les femmes, et des rendements sociaux moins faibles, mais également très élevés. Plus faibles, excusez-moi, mais également très élevés. Pourquoi des rendements sociaux plus faibles? Bien, parce que dans le calcul du rendement privé, vous avez seulement les coûts que vous dépensez vous-même, c'est-à-dire les frais de scolarité, les frais de matériel, les livres, programmes informatiques, et ainsi de suite, et le revenu que vous ne touchez pas quand vous étudiez, donc en gros pendant 3 ans, si vous faites un bac, bon, 4 ans en poly, en éducation, mais en général 3 ans. Quand on regarde le rendement social, il y a toutes ces dépenses-là, plus la subvention que l'État verse aux universités. Au Québec, cette subvention compte pour une part importante des frais de fonctionnement des universités. Et donc, bien, vous avez un rendement brut un peu plus élevé que le rendement net après impôt, mais vous avez des coûts bruts beaucoup plus élevés, des rendements bas. Pourquoi les rendements sont moins élevés pour les diplômes universitaires plus avancés? En partie parce que le rendement sur le diplôme universitaire de base est élevé. Donc, quand c'est très payant faire le premier investissement, il faudrait que le deuxième soit vraiment super payant pour avoir un rendement plus élevé, ce qui n'est pas le cas. Et par ailleurs, à travers le monde, là, ce qu'on rapporte pour le Québec, c'est ce qu'on trouve partout à travers le monde. De façon générale, là, si vous prenez toutes les scolarités possibles, ce qui est le plus payant, c'est d'apprendre à lire, écrire et puis compter. Ça, madame va nous parler tout à l'heure. Mais laissant de côté le rendement de l'éducation primaire qui est obligatoire au Québec, il n'est pas tellement pertinent. Terminer au secondaire est très payant, mais une fois que vous avez fait ça, vous allez au niveau de l'université, vous avez ces rendements-là. Et donc, les doctorats, ce n'est pas bien payant directement, mais ça a une dimension sur le type d'emploi que vous avez. Puis, évidemment, être médecin, si je vous dis que c'est payant, ça ne vous surprendra pas. Alors, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut trouver des résultats plus détaillés? Oui, on peut avoir des résultats par domaine d'études, sciences non
sciences humaines, sociales en général, et puis, disons, plus les sciences plus techniques, le génie, sciences santé, sciences pures, on voit encore des rendements privés élevés, moins élevés en sciences humaines ou éducation, plus élevés en administration. De façon générale, l'impression qu'on a, les rendements sont plus élevés lorsqu'il faut savoir mieux compter. Donc, à un niveau, la question de numératie est importante, mais à un niveau plus avancé. Et on a des rendements sociaux du même type. Est-ce que ça importe où est-ce qu'on travaille? Et ça, je mentionne ça, je me suis demandé si j'en parlerai ou non, mais ça peut être pertinent pour les gens qui nous écoutent à Québec en particulier. De façon générale, l'éducation est mieux rémunérée dans le secteur public que dans le secteur privé au Québec. Pourquoi? Ça, je pense, c'est une chose qui resterait à creuser si ça intéressait des gens. Moi, je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes le savent dans la salle, je ne sais pas la réponse exacte, mais ça semblait un résultat assez robuste qu'on a obtenu. Maintenant, il faut toujours avoir une vision critique sur ce qu'on raconte, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il manque des choses? Puis est-ce qu'il y a des choses qu'on a mis de trop? J'ai fait une liste des choses qui manquaient. Puis à la fin, je vous dirai, je pense qu'on a peut-être mis de trop, possiblement. Il y a 4 types d'avantages qui ne sont pas pris en compte dans nos calculs. D'abord, les avantages pécuniaires non salariaux, le fait de bénéficier d'un régime de retraite, le fait de bénéficier d'une assurance santé payée en partie par l'employeur, etc., etc. Dans le chapitre, on vous donne une série de références qui montrent que dans tous les cas, plus vous avez un revenu de travail élevé, qui est associé à une éducation plus élevée, ou plus vous avez directement un niveau d'éducation plus élevé, plus vous avez des avantages pécuniaires de cette nature-là. Donc, on sous-estime le rendement financier pour l'individu. 2, le rendement, je dirais, privé et non pécunier, la participation à la vie sociale, l'avantage privé, espérance de vie plus élevée, scolarisation des enfants, etc. Vous avez des avantages individuels non financiers, non liés à l'emploi, que vous tirez d'être plus éduqué. Du point de vue de la société, il y a du non pécuniaire, participation à la vie sociale, baisse de criminalité, meilleure santé. La liste est très longue, il y a beaucoup d'études, chacun en regarde un ou deux. Et ce qui était intéressant, l'externalité pécuniaire, l'effet positif des emplois STEAM, donc génie et sciences en général, sur les autres travailleurs. 1 de travailleurs STEAM de plus dans une région métropolitaine de recensement au Canada implique une croissance de 2 de la rémunération des travailleurs qu'on appelle SACHES, qui sont des non-STEAM, en 2015. Avec une ancienne étudiante, Barbara Rakova, on a fait des calculs pas tout à fait identiques, mais de même nature pour ça, 2005, c'est la même chose. Plus vous avez une main-d'œuvre bien éduquée dans les domaines plus mathématiques, donc STEAM, plus ceci a des effets positifs sur la rémunération des autres personnes, présumément parce que vous êtes plus productif comme gestionnaire, vous amenez de nouvelles technologies, et ainsi de suite, et donc vous avez des gains associés à ça. Bon, il y a différentes façons dont la transmission de ce savoir se fait, et je ne sais pas si on sait vraiment tous les canaux, mais c'est clair qu'il y a un résultat qui apparaît là. Est-ce que c'est possible, donc, que nos résultats, par ailleurs, des taux de rendement qu'on a présentés un peu plus tôt, revenons au tableau de base, soient surestimés? Bien, le seul risque qu'on a, c'est que les gens qui vont à l'université ont un talent pour aller à l'université que les gens qui n'y vont pas n'ont pas, présumément, ou du moins les gens qui ne finissent pas leur bac, à tout le moins, n'ont pas, et que ce talent, s'il avait été utilisé dans des activités autres que des activités universitaires, aurait amené une rémunération plus élevée à ces non-diplômés universitaires. Il y a des études qui sont faites, quelques-unes, entre autres avec des jumeaux qui font 2 types de formation. Puis on arrive à dire que probablement qu'il y a un effet de talent associé à l'université. Il y a peut-être entre le quart, je dirais, moi, ma lecture des écrits, là, entre le quart et le tiers du rendement d'un bac universitaire qui est peut-être dû à ce talent plus grand en général pour la gestion de l'information des gens qui font le bac. Alors, si vous pensez ça, vous allez dire, ah, ben OK, ma fille, tu n'aurais pas 28 tu aurais 21 Ça, c'est 21 en termes réels après impôt. Je pense que c'est pas mal. Même si c'est juste la moitié, juste 15 on ne trouve pas d'autres investissements aussi rentables en termes réels après impôt sur un marché en reconnaissance. Bon,
peut-être des bitcoins, je ne sais pas si c'est un investissement. Donc, je vous dirais que là, vous avez un argument très fort. Et par ailleurs, comme je vous disais, qu'on négligeait 2 éléments privés, les avantages pécuniaires non visibles dans le salaire, qui sont souvent des équivalents de 10 à 20 du salaire plus élevé, plus d'avantages privés non pécuniaires, bien, probablement qu'on ne se trompe pas trop en pensant à investir. Et est-ce que par hasard, ça serait un effet d'une année? Bien, écoutez, voici les taux de rendement des bacs universitaires au Québec pour les 4 dernières estimations, dont 3 ont été faites au CIRADMO en passant. Et bien, 15, 16, 21, 17, 12, 12, 13, 13, 16, 20, 24, 28, 12, 13, 14, 17. Ça n'a pas l'air de beaucoup de baisser. On a un petit mouvement ici, là, je ne sais pas pourquoi vous avez été faut se rappeler que les chiffres de 2010 sont ceux-là. Ce n'est pas tout à fait un recensement. Hein. C'est l'enquête que M. Harper avait mis à la place du recensement. Fait toujours un petit peu plus hésitant. Si on veut être certain, on va comparer 2005 et puis 2015. Les hommes n'ont pas changé, aussi bien privé que public. Et puis les femmes ont augmenté entre ces 2 années-là. La conclusion, je pense que les travaux montrent que continuer à investir dans l'éducation universitaire comme politique publique au Québec est fort approprié. Merci. Pas vu une lumière. Ah oui, maintenant il y a la lumière. Merci Cyrano pour cette invitation et merci Françoise parce que vous avez fait une introduction très bonne pour ma présentation. Je vais faire un survol du chapitre 11 du Québec économique, c'est le rendement des compétences sur le marché du travail au Québec, les rôles de la numératie. C'est en collaboration avec Marie-Mélanie Fontaine et Catherine Hay, qui est ici. Je voudrais en première vous faire souligner 3 faits stylisés. Le premier fait stylisé, c'est qu'en utilisant les données de la PEICA, nous, pour ce chapitre, on va utiliser les données de la PEICA, que c'est les données de la programmation pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. Et on trouve que le Québec a les mêmes moyennes en score de numératie que le Canada, 265 sur 105 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Québec et le Canada, elles se positionnent 4 points en dessous de la moyenne des pays de la OCDE. Et ça, c'est la position c'est de 14e sur 23 pays sur de la OCDE. Le deuxième fait stylisé, c'est l'écart intergénérationnel qu'on trouve, et on va voir ça au long du chapitre. Au Canada, l'écart de score en numératie entre jeunes de 25 et 34 ans et les ranges d'âge de 55, c'est 26 points d'écart en faveur des jeunes. Et pour vous situer, c'est un écart de 27 points pour la moyenne de la OECD. Le troisième fait stylisé que je voudrais remarquer, que c'est très important, c'est les disparités en score de numératie entre hommes et femmes. Les hommes ont des compétences moyennes en numératie plus élevées que celles des femmes. Et aussi, il y a comme un double phénomène, parce qu'il y a cette disparité, mais il y a une disparité intergénérationnelle aussi, parce que quand on compare les hommes jeunes, entre par exemple 16 et 24, il y a une différence entre hommes et femmes de 9 points. Mais si on va à des personnes âgées entre 55 et 65, on a le double d'écart. Alors, comme vous pouvez voir, ça c'est le true fait, c'est très important. Qui on va le voir aussi ici, déjà avec nos analyses, on voit que, premièrement, je voudrais, si vous additionnez les niveaux 2 et 3, on regarde, ça autant pour les hommes que pour les femmes, on voit que la majorité des Québécoises possèdent des faibles compétences en numératie supérieures. Pardon, c'est comme la majorité sont en la moyenne, c'est-à-dire c'est 67% pour les hommes et 70% pour les femmes. C'est-à-dire que la majorité des Québécois et Québécoises, on est dans la moyenne. Mais après, si on compare ceux qui sont plus élevés, c'est-à-dire niveau 4 et niveau 5, par rapport à qui sont plus faibles, on voit que les personnes possédant des plus faibles scores en numératie est supérieur
à ceux qui sont plus élevés. Alors, ça, c'est une chose importante à souligner. L'autre, c'est l'aspect hommes et femmes. Quand on, par exemple, on prend les niveaux des plus élevés des hommes, autant dans les hommes et pour les femmes, on voit que les compétences en numératie élevée sont supérieures à celles des femmes. Et ça, c'est la même chose si on compare entre âge, hommes et femmes. Et il y a un écart aussi entre générations, parce que même si on compare les hommes jeunes, par exemple, entre 34 ans et moi par rapport à 35 ans et moi, on voit que les compétences en numératie sont plus élevées pour les jeunes. Alors, ça sont des éléments qui vont ressortir tout au long de notre étude. L'autre chose importante, c'est que nous, dans la PIK, on a comme 6 000 personnes qui participent dans la PIK. Et de ces 6 000 personnes, il y a 2 000 qui participent aussi dans l'enquête longitudinale et internationale des adultes. Et dans ces enquêtes, que c'est longitudinale, c'est super intéressant parce qu'on peut tracer toutes les trajectoires de revenus selon la numératie depuis 1982. Oui, 82. Et alors, quand on trace toutes ces trajectoires pour hommes et pour femmes, on peut remarquer quelques caractéristiques. La première, c'est que la corrélation importante qu'il y a entre les compétences en numératie et la rémunération. C'est très fort. Les personnes qui sont des scores de numération plus élevés, ils ont plus de rémunération aussi. La deuxième, c'est que si on, par exemple, c'est plus marquable dans les hommes, si on regarde à partir de la moitié des années 90, on voit que les hommes qui sont très élevés en compétences en numératie, il y a comme une disparité, une divergence par rapport à les autres compétences. Et c'est au même temps qu'il y a l'essor de la technologie, de l'information dans les marchés du travail. Et ça n'arrive pas si important pour les femmes. L'autre élément important, c'est de voir à niveau et en évolution, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes types d'évolution ni les mêmes types de niveau. Non? Surtout, si on compare cette divergence, elle est beaucoup plus faible pour les femmes que pour les hommes. Et une des pistes de réflexion, c'est par exemple en regardant les répartitions des hommes et des femmes occupants. C'est pour ça que François déjà il nous a mentionné ces problématiques. En occupant un emploi dans les domaines de la STGM. STGM, c'est les domaines des sciences, des occupations en sciences, technologies, du génie et des mathématiques. Alors, si vous voyez, il y a, si on regarde les différences entre hommes et femmes, les femmes au Québec représentent un 3% qui travaillent dans ce domaine d'occupation, pendant que les hommes, c'est à 10%. Et ce n'est pas seulement une chose de proportion de qui occupe quel travail, mais aussi on voit que les salaires horaires pour les différents domaines sont très différents entre hommes et femmes, mais aussi entre les différents types d'occupation. Alors ça, c'est une piste de réflexion qu'on devrait se poser. Et la conclusion, c'est que le niveau de compétence est fortement lié au type d'emploi occupé et pourtant, il y a une conséquence sur la rémunération. L'autre angle qu'on voudrait remarquer, c'est qu'on voulait voir bien qu'est-ce que c'était l'association de la numératie par rapport à nos salaires, non? Les salaires horaires des Québécois. Et ce qu'on a fait, c'est estimer avec un modèle linéaire des rendements de compétences de numératie. Et ça, c'est la colonne 1. Alors, comment on doit lire ces colonnes? C'est la suivante. On a contrôlé ici seulement pour l'expérience au carré et les sexes. Et c'est comme moi, on a standardisé notre score. Alors, comment on interprète ça? Imaginons qu'on a une augmentation d'un écart type. Qu'est-ce que c'est ça? Imaginons qu'on augmente de 5 points notre score de numératie. Alors, on aurait 20% d'augmentation de notre salaire horaire. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la colonne A. Mais on sait tous que les compétences en numératie sont reliées aussi à d'autres aptitudes. Alors, on voit il y a une grande corrélation entre la numératie et la littératie. Alors, ce qu'on a fait, c'est en contrôlant pour les scores de littératie, c'est-à-dire pour les personnes avec le même niveau de littératie, de combien en augmentant les scores de numératie, on augmenterait notre salaire horaire en numératie. Alors, c'est de 11%. Alors, il a descendu un peu, mais quand même, c'est très important. Et c'est des partages. Il y a un partage d'association entre la littératie et la numératie. Les deux sont importants.
Et les 3 et les 4, c'est qu'on a voulu quand même, pour être sûr que si on contrôle, qu'est-ce que ça va arriver si on contrôle pour les années d'éducation? Alors, comment on lit, par exemple, la colonne 4? À égal, niveau à égal nombre des années en éducation, à égal niveau de littératie, de combien, si j'augmente de 50% mon score de numératie, combien je gagnerai de plus? Et je gagnerai 6% de mon salaire horaire. Alors, qu'est-ce que je voudrais que vous retenir de ce chapitre, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans le chapitre, mais les choses plus importantes, c'est cet écart intergénérationnel, c'est-à-dire les jeunes, quand on dit ici, c'est les jeunes de moins de 35 ans, ont des compétences en numérique supérieures à leurs prédécesseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va avoir des jeunes dans le futur qui vont être plus productifs, qu'ils sont mieux préparés, qu'ils vont être peut-être mieux rémunérés. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a une course entre la technologie et l'éducation. Alors, si la course il gagne la technologie, dans les pays où la technologie est beaucoup plus avancée que l'éducation, il y a beaucoup de inégalités de revenus. Alors, l'idée, c'est qu'on arrive à la même ligne d'arrivée avec la technologie et l'éducation. Une éducation plus élevée, une éducation avec beaucoup de qualité, c'est important pour qu'on gagne la course de le bien-être social. Après, l'autre chose, c'est qu'en augmentant 50 points de notre score de numératie, on augmente 20% de notre salaire horaire. Comme il dit François, c'est beaucoup, c'est payant. Non? Et pour mettre en comparaison qu'est-ce qu'ils font les autres, avec la même méthodologie, Hanusek, il a fait, par exemple, pour les pays scandinaves, on aime se comparer avec les pays scandinaves, et on voit que le Québec est supérieur en termes de rendement de compétences, parce que nous, on fait 20%, les mêmes types de méthodologie, et la Suède fait 12%, la Norvège 13%, et la Finlande 14%. L'autre chose que j'aimerais que même en contrôlant pour l'éducation et la littératie, il y a un gain dans la numératie de 1,6%. Et si on a fait pour différents groupes, tous les groupes, ils gagnent en augmentant le salaire s'il y a une augmentation de ces compétences en numératie. Et finalement, on va peut-être parler après un peu plus, mais les pouvoirs publics, il serait bien s'ils pouvaient diminuer ces proportions d'individus qui sont de faibles compétences, parce qu'on a vu que quand même, c'est important, c'est supérieur à celles qui sont élevées. Et surtout, je pense que les plus peut-être à souligner, c'est l'écart entre hommes et femmes. Et c'est important parce que ça, il peut être en partie responsable d'une partie des inégalités salariales entre hommes et femmes. Alors, c'est un peu les points à souligner. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'intervenir au Cyrano aujourd'hui pour ma participation au chapitre numéro 11, je crois, du Québec économique. Donc, merci aux membres du Cyrano et aux membres du Québec économique. Donc, le chapitre que je vais présenter aujourd'hui s'intitule « Les effets de la diplomation universitaire sur les finances publiques » que j'ai co-rédigé avec Nicolas James Clavet et Pierre Carmichaud. Donc, ça s'inscrit dans les travaux de la chaire CREI qu'on a déjà présenté tantôt, dont Raquel Fonseca et Pierre Carmichaud sont co-titulaires. Alors, le point de départ de ce chapitre, ça ne va pas vous étonner pour beaucoup d'entre vous, c'est la question du vieillissement de la population. Et ce qu'on sait très bien, c'est que le Québec apparaît comme une des sociétés les plus vieillissantes au Canada, voire même au niveau international. Et nous, à la chaire, on s'intéresse aux conséquences économiques de ce vieillissement, à la fois en termes d'impact sur la croissance économique et sur les finances publiques. Donc, que ce soit directement via la structure par âge de la population et la structure par âge des prélèvements obligatoires et des transferts, ou indirectement via la croissance économique. Donc, il y a des marges d'action pour réduire les effets négatifs du vieillissement de la population et qui visent essentiellement, alors le travail a déjà été prémâché pour moi par le ministre tantôt, puis par mes prédécesseurs, qui vont porter, une des mesures bien utilisées, c'est donc l'immigration. On sait qu'elle est très qualifiée au Canada
notamment grâce au processus de sélection bien spécifique et au Québec aussi, bien sûr. Mais on sait également qu'il y a des problèmes d'intégration de cette main-d'œuvre au marché du travail qui n'est pas valorisée finalement à sa juste valeur, à son juste niveau de diplôme. On peut jouer également sur le taux d'emploi des travailleurs âgés avec, par exemple, le crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience et un ensemble d'autres mesures. Je ne vais pas faire l'ensemble du tour parce que ça a déjà été résumé par avant. Donc, il n'y a pas de mesure unique. Et nous, on va s'intéresser à une des mesures sur l'ensemble de l'éventail de mesures du vieillissement, pardon, excusez-moi, des mesures qui permettent de réduire les effets négatifs du vieillissement. Alors, le point de départ du chapitre en termes de faits stylisés, c'est ce graphique-là. Donc ça nous présente la proportion de personnes de 35 à 44 ans ayant un diplôme universitaire, donc baccalauréat ou plus, en 2019. Et ça vient comparer le Québec avec le Canada en moyenne, l'Ontario et les 10 meilleurs performeurs de l'OCDE. Et ce qu'on voit dans ce graphique, c'est qu'il y a un écart, premièrement, de 5 points de pourcentage entre le Québec et l'Ontario et de un peu plus de 10 points de pourcentage entre le Québec et l'OCDE. Et donc, on va essayer de jouer là-dessus, jouer sur ces écarts pour voir quelles seraient les conséquences d'une forme de rattrapage, en fait, avec d'autres régions du monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre? On va simuler une hausse de la diplomation universitaire avec 2 modèles de micro-simulation qui sont des outils vraiment qui visent à soulever des enjeux de long terme. Donc, le premier outil, qui est un outil démographique qui s'appelle Simigène, nous permet de simuler l'évolution de la population par âge et par niveau d'éducation au Québec jusqu'en 2050. Et les résultats de ce modèle, de cette population par âge et par niveau d'éducation et d'un ensemble d'autres caractéristiques sont utilisés et sont mis dans un autre modèle qui s'appelle SimFin, qui est un modèle de projection de finances publiques pour les finances publiques québécoises. Et on va simuler 3 scénarios donc, qui vont viser à faire bouger en fait, ce qui se passe dans la démographie. On a un scénario de statu quo qui vise juste à prolonger en fait, la situation actuelle, donc qui va se caractériser quand même, il faut le préciser, par une hausse de la proportion des travailleurs diplômés, étant donné l'avancée en âge en fait, des générations successives. Et on a 2 autres scénarios. On va viser une hausse supplémentaire de 5 points de pourcentage à l'horizon 2045 et de 10 points de pourcentage à l'horizon 2045. Je vais regarder mes petites notes. OK, avant d'arriver au résultat, en fait, c'est un premier résultat dans le fond. Hein, c'est s'intéresser aux impacts sur le nombre d'étudiants et sur les diplômés universitaires. Donc, nous, dans notre modèle, ce qu'on a, finalement, lorsqu'on simule ces mesures, c'est qu'on passe pour la première année de 250 000 étudiants de 17 ans et plus à 261 000 étudiants de 17 ans et plus, puis cette hausse, après, se continue sur les années subséquentes. Et puis, on a une baisse du nombre de diplômés universitaires à la première année, hein, parce ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que les individus continuent tous leurs études en moyenne. Et ensuite, on a de nouveau une augmentation de ce nombre d'étudiants. Donc ça va avoir des impacts ensuite économiques qui vont nous intéresser plus particulièrement ici. Donc, je passe le graphique et je vais directement à ce tableau. Alors, qu'est-ce que ça nous présente là, ce tableau? C'est l'évolution de l'emploi, donc ça, c'est les premières parties, et du revenu du travail annuel moyen, c'est la deuxième partie du tableau, selon le scénario et pour 2 années. Alors, je vous ai mis seulement l'année 2030 et l'année 2050. Et donc, on compare par colonne chacun des 3 scénarios. Et ce qu'on voit tout d'abord, ce qui est entre parenthèses est particulièrement intéressant, c'est que ça nous montre l'effet en fait, de chaque scénario par rapport au statu quo. Et on voit ici, alors je vais juste lire un chiffre rapidement, que le scénario d'augmentation de 10 points de pourcentage du taux de diplômés se caractérise par une augmentation de 0,3% en 2050 de l'emploi. Donc, c'est relativement faible comme effet. Alors, le ministre tout à l'heure a expliqué pour moi pourquoi en fait, on avait ces résultats-là. C'est que simplement qu'on est quand même très proche du plein emploi et les marges de manœuvre qu'on a aux âges les plus élevés, elles sont atteintes après nos horizons en fait, dans le modèle, hein, par rapport à nos mesures. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas d'effet fondamental. Par contre, on a un effet important sur les revenus du travail
moyen. Et puis alors c'est pareil, le travail a déjà été défriché pour moi par avant. C'est vraiment agréable de passer en dernier après tout le monde. Où on voit en fait que nos mesures d'augmentation de taux de diplômés a des effets importants. Donc on va prendre le scénario le plus extrême, ou si j'ose dire, d'augmentation de 10 points de pourcentage du taux de diplômés à l'horizon 2045. Et puis ça a pour effet d'augmenter le revenu de travail annuel moyen de 3,2%. Donc ça, c'est pour les variables économiques. Et puis maintenant, je vais passer aux variables fiscales. Donc là, on s'intéresse au compte du gouvernement du Québec. Alors, ici, ce que nous présente le tableau, c'est seulement les effets sur les revenus et les dépenses du gouvernement du Québec, donc en comparaison avec le statu quo. Donc, ce qu'on voit ici, c'est à chaque année, 2035 ou 2050, quel est l'impact de chacun de mes deux scénarios sur chacune des variables qui sont listées à gauche. Donc, on a l'ensemble des revenus qui prennent en compte ici les transferts fédéraux. Et là, je vous ai mis seulement deux variables, parce que sinon, c'était un tableau qui était absolument immense. Donc, les impôts des particuliers et les taxes à la consommation. Et ensuite, les dépenses totales. Et je vous ai mis seulement deux morceaux, l'éducation et le service de la dette. Donc, ce qu'on voit tout d'abord du côté des revenus, c'est que nos scénarios ont un impact assez significatif sur l'augmentation des revenus. Et ça passe essentiellement par les revenus des particuliers, qui augmentent par rapport au scénario de statu quo de 1,3% en 2050, donc par rapport au scénario de statu quo, je viens de le dire, et aussi sur les taxes à la consommation. Une autre variable que j'ai oublié de mettre ici, c'est les impôts sur les sociétés que j'aurais pu mettre, parce que certaines de nos variables sont, en bon français, drivées par la croissance économique, et ils vont forcément augmenter aussi de manière importante. Du côté des dépenses, alors ça c'est intéressant, on voit tout d'abord une augmentation des dépenses là, sur la première année 2035, quel que soit le scénario, et puis ça en fait ça s'explique par une augmentation des dépenses d'éducation, donc ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'on allonge la durée des études, mais on se rend compte que en 2050, par contre, les dépenses totales diminuent par rapport au scénario de statu quo. Et puis ça, finalement, on va voir très bien comment ça s'explique, parce qu'on a une hausse des dépenses d'éducation sur toute la période. C'est à cause du service de la dette. Donc, si vous regardez pour le scénario de hausse de 10 points de pourcentage, on obtient une baisse du service de la dette par rapport au scénario de statu quo cette année-là de 7,4%. Donc, vous imaginez bien qu'en cumulant ces effets-là, bon là, c'est pour la dernière année, mais vous avez des gains potentiels très élevés. Et je vais finir simplement sur le dernier graphique qui nous présente là l'effet de l'augmentation de la diplomation sur le solde budgétaire et la dette brute. Donc, le solde budgétaire, il est en violet, à gauche en millions de dollars, et la dette brute est à droite en pourcentage du PIB. Donc, je vais aller directement à la dette brute parce que j'ai déjà parlé des flux, je vais parler des stocks. Deux chiffres à retenir. Donc, notre scénario, qui est ici en plein, d'augmentation de 5 points de pourcentage, se caractériserait par une baisse de la dette brute en pourcentage du PIB de 2 points de pourcentage et une hausse de l'éducation de 10 points de pourcentage par une baisse de la dette brute dans le PIB de 5 points de pourcentage. Donc, pour faire le lien avec toutes les présentations, l'éducation et l'éducation universitaire au Québec, c'est payant. Merci beaucoup pour vos présentations. Nous allons procéder maintenant à une période de questions. J'invite les gens dans la salle ainsi que les gens sur Internet à nous poser des questions dans la petite section à cet effet. Alors, je vais commencer avec une question pour Raquel. Alors, on sait déjà comment améliorer les compétences en numératie dans le milieu scolaire, c'est-à-dire dans la formation initiale. Mais comment est-ce qu'on pourrait s'assurer d'augmenter ce niveau-là de compétences numériques et de littératie pour la population plus âgée? C'est bien. C'est très intéressant comme question parce que c'est difficile aussi. Je pense qu'il n'y a pas seulement une réponse, je pense qu'il y a plusieurs scénarios, mais la formation continue, ça me semble une chose importante, c'est-à-dire les entreprises doivent, au long on doit travailler et au long de notre vie, on va devoir aussi se former, surtout de plus en plus.
Une autre chose, c'est un meilleur médiage entre, par exemple, les universités et les entreprises, des programmes qui peuvent former dans la pratique, dans l'appliqué. Pas seulement à l'université, je dirais aussi dans le CEGEP et dans d'autres écoles techniques. Et une autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus les travailleurs non qualifiés. Alors, beaucoup d'investissements dans la technologie. Je pense que les pouvoirs publics pouvaient investir, mais avec un arrimage dans le secteur de faire information entre les travailleurs non qualifiés et la technologie. Je pense que c'est important parce que si vous avez vu, beaucoup de personnes, ils sont en faible revenu et ils sont âgés. Ces personnes, encore, ils sont 35 ans, 40 ans. On est capable, tous les êtres humains, de se former. Alors, je pense que c'est dans ces trois angles que je pense que les pouvoirs publics ils devraient travailler. Parfait, merci beaucoup. Une question pour M. Vaillancourt. Selon vos calculs, quelle est l'implication des rendements calculés sur la tarification optimale des droits de scolarité? Bon. On célébrait le printemps érable il y a 10 ans. Je pense qu'on a eu une réponse là-dessus, d'après certaines personnes. Alors ça, du point de vue politique, c'est une question à peu près intouchable, comme le troisième rail. Mais d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'il faut savoir pour répondre à cette question? Premièrement, en termes d'origine socio-économique, ce sont des adolescents de 18-19 ans de milieux socio-économiques plus favorisés, mesurés par l'éducation ou le revenu des ménages, qui vont plus souvent à l'université. Donc, quand vous avez des frais de scolarité bas, vous subventionnez implicitement les personnes provenant des ménages à haut revenu au Québec. Première observation. C'est vrai, ça, depuis la première fois où j'ai regardé ça pour la commission McDonald dans les années 80. L'écart a diminué entre les différentes classes socio-économiques, mais le gradient est toujours là. Il est moins élevé, ça c'est clair, mais il est toujours là. Donc, si, comme d'autres travaux que le Cyrano ont montré, que le fardeau fiscal est à peu près proportionnel aux revenus au Québec, je ne sais plus dans quel Québec économique on a publié ça, mais on a publié ça dans le Québec économique. Et si les avantages sont concentrés dans un groupe de revenus plus élevés, ça veut donc dire que des individus ayant des revenus plus bas subventionnent les gens qui ont des revenus plus élevés. Bon. Deuxième observation, dans les travaux fort intéressants, mon collègue qui a parlé en dernier, il y a implicitement l'idée que l'accroissement de la scolarisation de la population va se concrétiser par un stock plus grand au Québec, pas au Canada, pas dans Silicon Valley ou ailleurs, mais au Québec d'individus qui ont des revenus plus élevés sur lesquels on pourra faire une fonction fiscale, qui mettra la date, et ainsi de suite. C'est tout à fait correct. Mais la population québécoise, de ce point de vue-là, est un peu un marché de travail dual. C'est-à-dire qu'on a les francophones intéressés à y rester et les non-francophones moins intéressés à y rester. Ce qui ne veut pas dire que certains n'y restent pas, évidemment. Mais en termes de probabilité de départ, les adolescents de 18-22 ans, unilingues anglophones de l'ouest de Montréal, qui étudient à des frais de scolarité très bas au Québec, ont une plus grande chance de partir que les francophones unilingues qui vont à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, ça, c'est les deux faits, si on veut, socio-démographiques, qui, je pense, devraient nous amener à conclure qu'idéalement, on aurait une politique de frais de scolarité élevée, avec un remboursement contingent aux revenus et avec une réduction du montant remboursé en fonction du paiement d'impôt sur le revenu. Certaines provinces canadiennes ont des éléments de politique comme ça, ou ont eu des éléments, je ne suis pas allé voir les dernières années. Le Nouveau-Brunswick, à un moment donné, voulait garder ses diplômés universitaires, puis offrait, je pense, 5 ou 10 000 de réduction d'impôts provinciaux sur 3 ans. Moi, la Saskatchewan a envisagé quelque chose. Je ne sais pas. Mais on fait ça parce qu'évidemment, eux, ils savent qu'il y a une très grande mobilité. Nous, on a un peu une politique qui est conçue pour, si on veut, l'électeur médian, qui est l'unilingue francophone, qui se dit, ben, ça ne coûtera pas cher, envoyer mes enfants à l'université, c'est une bonne affaire, puis c'est déjà pour rien coûter, c'est parfait, ils vont y aller. Mais malheureusement, cette politique conçue pour l'électeur médian ne correspond pas au comportement d'une partie des gens qui vont à l'université au Québec et qui cause donc un coût à la société québécoise
en rentabilisant leurs études en dehors du Québec. Donc, ça a été long, mais la réponse, c'est qu'il faudrait faire ce qu'on avait prévu de faire en 2012, c'est-à-dire augmenter les frais de scolarité et pour des raisons de redistribution et d'efficacité économique. Et je laisse entièrement de côté ce que le fondateur du Cyrano aurait certainement soulevé, Robert Lacroix, à savoir le financement des universités et leur qualité. Merci. Merci, M. Vaillancourt. Je vais poursuivre avec une question pour M. Naveau. On pourrait penser que dans la situation actuelle de plein emploi, où il y a beaucoup d'emplois avec des salaires intéressants, comment est-ce qu'on peut faire pour garder les jeunes à l'école à ce moment-là, alors qu'ils ont plein d'opportunités d'entrer sur le marché du travail avant de poursuivre leurs études? Est-ce que vous ou la chaire avez des réponses à ce sujet-là? C'est une excellente question. Alors, non, on n'a pas encore de solution. Et la première réponse à ça, c'est que oui, effectivement, en ce moment, le marché du travail a tendance à envoyer des signaux qui ont tendance à aller à l'encontre de ce que nous, on essaie de mettre en avant. Alors, nous, ce qu'on essaie de montrer, ce qui est implicite un peu dans notre présentation, c'est qu'il y a des besoins à long terme qui ne sont pas les besoins actuels du marché du travail. On le sait déjà, avoir une augmentation du progrès technique, ça, c'est pas très étonnant, une augmentation de la robotisation, puis de moins en moins de tâches répétitives. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de plus d'employés de ce type-là. Donc, alors, nous, ce qu'on montre, c'est que finalement, on dégage de l'argent avec notre mesure ici, et puis cet argent-là pourrait être utilisé pour modifier les incitations des individus, les comportements individuels, pour inciter à faire plus d'études. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne traite pas forcément dans notre étude, où on n'intègre pas justement les dépenses de telles mesures incitatives dans nos projections. Donc, ce serait ça. Puis, ce que je pense qu'on avait montré, c'est que ça générait quand même des revenus fiscaux relativement élevés, ce qui donne quand même une marge de manœuvre assez importante. Merci. Merci beaucoup. Je vais poursuivre avec une question du public qui nous vient juste un spectateur anonyme. Donc, aussi pour Julien, pourquoi le service de la dette baisse lorsque la diplomation universitaire augmente? C'est tout simplement, Guillaume, donc, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai présenté à la fois les revenus et les dépenses. Donc, on voit qu'on a une augmentation des dépenses d'éducation. Mais ces gens, après, qui vont diplômer, vont arriver sur le marché du travail et vont avoir une productivité plus élevée que s'ils avaient fait moins d'études, et donc vont payer plus d'impôts. Donc, à la fin, on se retrouve avec une augmentation des revenus et une diminution, finalement, du solde budgétaire négatif. Donc, finalement, une diminution du creusement de la dette à terme. Donc, c'est comme ça, essentiellement, que fonctionne. Et donc, le service de la dette, c'est simplement parce qu'on a une dette qui est plus faible. Voilà, tout simplement. Parfait, merci beaucoup. Une question pour Raquel. On pourrait penser que les jeunes sont plus avantagés par rapport aux travailleurs plus âgés en ce qui concerne les compétences numériques. Mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que vous voulez nous en dire davantage sur cette question-là? Oui, c'est vrai parce que, premièrement, c'est vrai qu'il semble qu'en moyenne, les jeunes ils sont plus formés, mais quand même, quand on parle de jeunes, on parle jusqu'à des personnes jusqu'à 35 ans. Alors, on va dire qu'après 35 ans, c'est encore jeune, les personnes. Et c'est un peu sur... Et c'est un peu dans les liens que ce que j'ai dit dans la conclusion. Je pense que si on fait un accord de technologie et des besoins de notre marché de travail par rapport à l'éducation, tout va aller bien. Mais comme on voit déjà, on a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Il a mentionné la robotique. Est-ce qu'on est préparé pour le futur? Je pense qu'on doit travailler pour que nos gens qui sont très préparés, ils vont avoir une bonne vie et ils vont avoir cette rémunération. Mais il faut penser aussi à les jeunes de maintenant. Alors, pour les jeunes de maintenant, c'est un peu ce qu'il faut travailler les investissements de technologie pour qu'il y ait un arrimage avec les différentes formations et surtout pour les travailleurs non qualifiés, que je pense que c'est un des éléments. Et un troisième élément que ce n'est pas relatif à les rendements avec numératie, mais que c'est un lien avec les attractions que Québec il devrait faire pour attirer les talents étrangers. Parce que maintenant, on parle de rémunération, c'est des compétences,
mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des bénéfices qui sont en dehors de la rémunération et que Québec, il peut offrir beaucoup un niveau de vie très élevé et on peut aussi alimenter les talents internationaux. Merci beaucoup, Raquel. Je vais juste adresser un petit problème technique au niveau du son. Est-ce qu'il y aurait moyen de vérifier, s'il vous plaît? Merci. Nous, ça va bien ici, en personne. Ma prochaine question, en fait, vous pourriez tous y répondre. Je vous demanderais comment est-ce qu'on peut encourager les garçons à poursuivre leurs études? Je lance la discussion. Moi, je vais vous lancer en augmentant l'âge obligatoire ou l'exigence obligatoire pour quitter l'école à la fin du secondaire. Donc, l'âge, ça serait 18 ans, ça vous assurerait que mon secondaire coûte au cégep, et ou exiger soit un diplôme secondaire ou une attestation d'études collégiales en plus du diplôme secondaire. En fait, j'ai fait des études dans d'autres moments pour les rendements de la scolarité au Canada, puis des études sur le taux de participation à l'université. Pour prendre un exemple bien concret, c'est très clair que lorsque le prix du bois est élevé en Colombie-Britannique, les gens qui ont à peine terminé leur secondaire ou même pas, ils vont abattre des arbres parce que c'est payant abattre des arbres. Ils pensent que ça va être payant d'abattre des arbres durant les au moins 45 prochaines années jusqu'à ce qu'ils auront leur pension. Alors, trop tard, ils ont peut-être, mais ils ont eu raison très longtemps. C'est-à-dire que pendant des décennies, ce choix-là d'aller travailler en usine sans scolarité trop grande ou dans les industries primaires comme l'abattage du bois, c'était payant. Et donc, on a une espèce de mythologie, ou en tout cas de souvenir que nos pères ou nos grands-pères ou nos oncles, je ne sais quoi, ont fait ça, c'était bien payant. Puis pourquoi ça ne serait pas payant pour moi? Bon, alors, d'un côté, donc, il y aurait l'exigence de continuer à étudier. Puis de l'autre côté, il y a peut-être moyen, là, je fais ça avec des gens plus experts en pédagogie que moi, là, ça serait de comment convaincre le monde que oui, c'était vrai, c'est bien vrai que c'était vrai, mais c'est plus vrai. Et ça a changé. Et y a-t-il des sociétés ou des exemples qu'on pourrait donner ou des villes qui sont désertées maintenant? Je ne sais pas, mais d'un certain point de vue, il faut les obliger, puis il faut leur faire peur. Parce que je ne pense pas qu'on puisse utiliser l'argent pour les convaincre facilement. Vous allez dire à quelqu'un, je vais te donner une bourse pour aller à l'université qui va réduire de 1/4 tes frais ou de la moitié des frais de scolarité. Ouais, il va dire c'est 3 000 $. Ça veut dire, je fais ça en un mois en temps supplémentaire. Ça, je ne pense pas que ça marcherait. Oui, je voudrais ajouter que peut-être un travail, et ça c'est pour des garçons et des filles, il semble que la première, ça va très bien, mais à partir de la secondaire, il y a comme un choix d'occupationnel et de diplôme et des choix d'emploi entre garçons et filles. Il ne devrait pas avoir une différence, ni pour les garçons qui décrochent, ni pour les filles qui choisissent des diplômes qui sont plus genrés pour les femmes. Alors, je pense qu'on devrait travailler dans la secondaire. Premièrement, s'il y a des personnes qui ne veulent pas continuer l'éducation formelle, on peut faire des meilleurs médias entre les entreprises, les petites entreprises et la formation, que les jeunes qui commencent à travailler à 16, soit garçons, soit filles, qu'ils sont quand même une partie de formation. Et c'est dans l'investissement dans la technologie, de l'arrimage, et de les faire intéresser pour la formation continue. Et surtout, de que ce n'est pas une question de garçons et de filles, que ce soit une question de que tout le monde veut s'éduquer jusqu'à qu'il peut ou qu'il ses préférences, et que s'il ne peut pas, parce que pas tout le monde a les mêmes préférences ou caractéristiques ou intelligences, mais que tout le monde a une poste qui ne soit pas genré, qui ne soit pas pour un garçon et une fille. Et ça, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est la formation continue et plus d'arrimage et formation et technologie et jeunes, dans les jeunes âges de travail, je pense. Finalement, quand on vient aller rapidement sur le marché de l'emploi, c'est parce
court moyen terme, on peut avoir des revenus rapidement et si on fait de manière actualisée sur les prochaines années, peut-être plus élevées que le précédent. Et si on était capable d'en. Est-ce que je recommence? Ouais, ok, je recommence à zéro. Donc je reprends. Ce que je disais, c'était qu'il fallait tout simplement, à mon avis, réconcilier les attentes de court terme des individus qui peuvent avoir des revenus rapidement sur un marché du travail de plein emploi sans prolonger les études avec les besoins à long terme du marché du travail québécois. Et donc, finalement, ça, c'est vraiment, à mon avis, une idée que j'étais en train de me dire pendant que vous répondez, c'était finalement d'imaginer un modèle où on présenterait des scénarios avec des chocs exogènes qu'on n'a pas forcément anticipés, puis qui viendraient avoir des impacts spécifiques en fonction du niveau d'éducation. Puis, je pense qu'on pourrait montrer dans un modèle assez stylisé qu'en moyenne, c'est quand même rentable sur l'ensemble du cycle de vie dans la situation actuelle, étant donné le futur qui nous attend. Puis, effectivement, le futur maintenant, ce n'était pas ce qu'ont vécu les générations précédentes. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler. Bon, je ne suis pas sûr que ça suffira, mais ce serait déjà une première chose de réduire d'augmenter finalement le niveau d'information des individus à long terme. Bien me donner une idée. Ça marche, cette affaire-là? OK. J'ai déjà suggéré dans une autre vie, quand je n'étais pas au Cyrano, une taxation différenciée du revenu selon l'âge, pour que les personnes comme moi qui avaient bénéficié des dépenses financées par des déficits beaucoup trop élevés au fédéral remboursent un supplément des dettes ou de le laisser aux autres générations. Et peut-être qu'on pourrait avoir une taxation du revenu de travail plus élevée pour les jeunes. Donc, entre 18 et 25 ans, vous auriez une surtaxe de 10 si vous travaillez. Et on vous dirait, mais on vous la met de côté, votre argent, pendant ce temps-là, si vous retournez étudier. Si vous ne le faites pas, vous le perdez. Alors, c'est juste une idée de même, là, parce que c'est certain que c'est l'attrait à court terme, non actualisé sur 45 ans, de l'argent facile maintenant qui joue, à mon avis, un rôle important. Bon, je ne suis pas psychologue, là, je vais faire corriger pour des psychologues, mais comme j'ai deux garçons qui sont plus vieux maintenant, bon, quand vous avez deux parents qui ont une formation universitaire, un doctorat et une maîtrise, mon fils plus jeune m'avait dit « Oui, je le sais, il faut que je fasse un bac. » J'ai d'autres amis qui ont aussi leur fils plus jeune a dit « Oui, je le sais, il faut que je fasse un bac. » Bon, ceux des amis est devenu docteur, le mien a fait doctorat en gestion. À un moment donné, si vous avez par-dessus l'obstacle, vous allez avoir des très bons résultats. Mais ce n'est pas toutes les familles qui ont cet environnement-là. Et puis, Robert Lacroix racontait l'histoire dans sa famille que les gens qui avaient des très bons emplois et payants avaient la difficulté à convaincre leurs enfants que ce n'était pas ça le meilleur choix de ne pas être éduqué, d'avoir des bons emplois, parce qu'il n'y avait pas de tradition universitaire. Judith Maxwell, qui fut présidente du Conseil économique du Canada, à un moment donné, Mme Vincent se rappelle d'elle, m'avait raconté qu'elle était la première de toute sa famille élargie à aller à l'université. Je crois qu'il y avait de Nouvelle-Écosse, je me souviens bien. C'était simplement pas quelque chose qui était conceptualisé comme un choix à l'époque. Et de ce point de vue-là, là, on parlait de convaincre les gars de ne pas lâcher avant la fin du secondaire, mais pour attirer les gens à l'université, donc ils sont rendus à la fin de leur cégep, une chose que moi j'ai déjà suggérée, c'est une réduction des frais de scolarité, soit pour le premier trimestre ou la première année, pour que les gens n'aient pas l'impression de gaspiller de l'argent s'ils viennent goûter à la vie universitaire. S'ils n'aiment pas, ils s'en vont, puis écoutez, on s'est trompé. Puis s'ils aiment, puis ils restent, bien, on aura le rendement. Puis je pense que si on perdait 3 000 $ de frais de scolarité, ça n'aurait pas beaucoup d'effet sur le rendement social de la scolarisation. Et donc, il y a peut-être là un élément, mais c'est un peu plus loin que la question que tu posais. C'est plus que les gars, c'est tout le monde, puis c'est pour les faire goûter à l'université. Merci pour vos réponses. Maintenant, je vais poser un peu l'envers de cette question-là, puis ça vient de quelqu'un du public, M. Jean-Pierre Aubry. On risque d'aller vers une société où il manquera de travailleurs au bas de l'échelle salariale, mais qui sont pourtant très utiles. Y a-t-il des modèles ou une répartition des travailleurs très instruits versus moins instruits qui serait optimale et nécessaire? Bon, cher Jean-Pierre, toujours des questions intéressantes. Est-ce que la robotisation peut atténuer ça? Donc, les petits robots japonais qui vont maintenant aller dire bonjour aux gens des résidences de personnes âgées, pourraient-elles servir en général dans toutes les maisons des personnes âgées? Hein? C'est un peu ça dans le fond.
Dans le domaine des soins personnels, c'est très difficile de payer bien les gens. On a une certaine illogisme dans nos politiques où on veut garder les gens chez eux. Le maintien à domicile est une valeur souvent avancée, mais ce n'est pas efficace. Ça veut dire que les personnes qui font ça doivent se déplacer d'un domicile à l'autre. Si vous casez les gens dans le CHSLD, c'est d'une porte à l'autre sur le même corridor. Le temps de déplacement est beaucoup plus faible. La qualité de vie, évidemment, n'est pas du tout la même, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on veut produire avec ça? Donc, est-ce qu'une dimension télémédecine, robotique personnalisée, moi, je regarde chez nous, on fait des affaires maintenant, on commence à vieillir un petit peu, je devrais-tu vraiment monter dans un escabeau? J'aurais-tu une affaire qui serait sécurisable, qui pourrait faire ça pour moi? Donc, toute cette dimension-là pourrait être un remplacement de la main-d'œuvre à bas prix. Et puis, par ailleurs, on aura toujours des immigrants qui vont être prêts à rentrer au Québec pour occuper ces postes-là. Donc, il y a peut-être un roulement optimal dans l'immigration pour occuper certains postes. Mais je préférerais regarder du côté robotisation, télémédecine, télésurveillance, toute une série de technologies comme ça, plutôt que de la main-d'œuvre à bas prix, mais c'est peut-être une alternative. Je pense que vous avez dit tous les... vous avez dit télétravail, l'immigration, robotique, mais je suis d'accord que Québec a besoin pas seulement de talents, comme je disais avant, on a besoin de talents attirés à l'international, mais on a besoin aussi de personnes qui valorisent le travail, des services, que c'est notre enfants, c'est nos personnes plus âgées. Je pense qu'on doit valoriser ce type de travail et le faire attirant aussi pour les travailleurs dans ces conditions de travail, dans la flexibilité et dans d'autres types. Alors, on peut toujours améliorer les choses. Moi, je vais juste aller sur un point très précis de votre intervention qui est sur l'aide aux personnes en perte d'autonomie. Parce que récemment, avec toujours les mêmes collègues, Pierre-Carl Michaud et Nicolas James Clavet, on avait simulé en fait les impacts qui pourraient être liés en fait finalement au fait de réduire les temps de transport. Il y a un des enjeux au Québec, on voit que les soins d'assistance finalement sont parfois réalisés par différents intervenants qui viennent parfois de l'économie sociale, parfois du monde privé. Et là, il y aura peut-être des gains à faire de ce côté-là. Donc, c'est vraiment une réponse toute petite sur un point tout petit. Mais ça peut être un des aspects sur lequel on peut jouer. Exactement. Je vais regarder si dans la salle, il y aurait quelqu'un qui souhaiterait poser une question. Les co-responsables du volume ont sûrement des questions. Ils ont tellement lu le volume que je pense qu'ils ont tout compris. On les a déjà fait tous et on les a tous corrigés déjà, introduits dans les chapitres. Carole a une question. On n'avait pas planifié celle-ci. Oui, OK. Bien, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'aimerais ça, M. Vaillancourt, que vous élaboriez sur les différences de rendement entre les hommes et les femmes de l'éducation, et en particulier, là, quand vous donniez les rendements par domaine d'éducation, justement, en éducation, là, le taux de rendement est du simple au double, homme-femme. En fait, les taux de rendement d'études dans le domaine de l'éducation sont beaucoup plus élevés pour les femmes que pour les hommes. Qu'est-ce qui est derrière ça? Je ne sais pas. OK. De façon générale, on a avec les femmes, bon, ce qui est possible, la réponse spécifique à l'éducation, je ne sais pas. De façon générale, ce que Brigitte et moi, puis Claude n'avaient constaté, c'était que, bon, la rémunération, et ça revient exactement à la question sur le débat des hommes tout à l'heure, comment les garder à l'école, la rémunération des femmes ayant un diplôme secondaire, donc qui est le point de référence pour le rendement du bac, est plus faible. Donc, si vous avez une structuration, alors la rémunération dans l'enseignement est très peu genrée. Bon, peut-être qu'un peu plus d'hommes directeurs d'école, je ne sais pas, mais même ça, je ne suis pas sûr. En ce moment, ce n'est pas genré, c'est la même échelle de salaire, etc. Et donc, si vous partez d'un revenu plus bas à même échelle de salaire, hommes et femmes, hommes ont un revenu plus élevé, le taux de rendement va être automatiquement, c'est mécanique dans le calcul, va être plus élevé.
Alors, est-ce que ce serait particulièrement vrai pour l'éducation? Je ne sais pas. C'était vrai en général pour les comparaisons hommes-femmes. C'est toi qu'il y avait des taux de rendement qui étaient un peu plus élevés. Et dans certains domaines de spécialisation, on avait des taux de rendement très faibles pour des maîtrises, c'est la même chose. Les bacs, par exemple, en informatique sont tellement payants qu'à faire une maîtrise en informatique, c'est comme, ben oui, j'ai eu du plaisir, mais ça n'a pas monté mon salaire, vraiment, parce que je n'ai pas de rendement associé à ça. Je vais en profiter parce que j'ai le micro, je peux te dire quelque chose d'autre? Une seconde. Oui, oui. Une question qu'on n'a pas discutée, peut-être pour Québec économique 11 ou 12, là, je ne sais pas, c'est la question de la langue. On parle d'avoir des gens bien éduqués au Québec, mais quelle est la complémentarité entre la connaissance du français, de l'anglais, de la scolarisation d'autre part et la rémunération? Et l'impression que j'ai, moi, c'est que la rémunération est plus élevée. Quand vous êtes bilingue, on a des résultats qui montrent ça, mais que ça va aller en croissant. Et alors, est-ce qu'une politique de scolarisation québécoise, accentuant la part de la population qui a un diplôme universitaire, qui donne des rendements intéressants, est vraiment rentable sans une politique de meilleure connaissance de l'anglais par cette population ainsi scolarisée? Je lance la question aux décideurs publics qui nous écoutent. Parfait, merci. Moi, je reprendrai la question de Mme Vincent, puis je la tournerai vers Raquel pour faire le lien justement avec la numératie. Comment expliquer les différences entre les hommes et les femmes et comment s'assurer, est-ce qu'il y a des politiques publiques qu'on peut mettre en place pour s'assurer que ces différences-là s'atténuent? Oui, ça marche. C'est bon. Et c'est très intéressant parce que, si je ne me trompe pas, Catherine me corrige, il semble que les scores de numératie ne sont pas si différents en première. C'est à partir de la secondaire, non? qui commence à diverger entre garçons et filles. Et alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Et premièrement, peut-être la diplomation, le choix des personnes, autant garçons que des filles, dans la diplomation, c'est très important. Alors peut-être les filles, ils devraient avoir aussi le choix de façon aléatoire, garçons et filles, de choisir s'ils vont en sciences ou ils vont à des sciences humaines ou des sciences plus sociales. Et ce n'est pas toujours comme un peu genré vers une science ou une autre. Comment on pourrait encourager les femmes à aller en sciences? Il faut que peut-être des vidéos valorisant et des exemples de femmes qui sont réussies en sciences et les mettre depuis petites, dire, elles sont de Marie Curie, c'était une femme. Toutes les femmes qui sont réussies, et il y a beaucoup, mais il n'y a pas autant que des sont en sciences. Alors, peut-être revaloriser ces parties de diplôme. L'idée, c'est qu'à la fin, les personnes choisissent parce que c'est un être humain pour préférence, mais pas parce que tu es une femme ou parce que tu es un homme, sinon pour tes connaissances et pour tes choix, non? Alors, ça pourrait... pourquoi? Parce qu'une fois qu'on choisit notre diplôme, il y a, après, notre occupation est très reliée à notre formation. Et il y a des occupations qui renforcent notre compétence. Il y a des formations, des occupations qui renforcent notre numératie, c'est endogène, et aussi notre littératie. Il va dans les deux sens. Alors, à la fin, ça fait que la divergence est beaucoup plus forte quand on choisit une occupation. Ça, il ne devrait pas être une question de sexe, ça devrait être une question d'enjeu personnel et surtout améliorer tous les rendements dans toutes les sciences, autant les sciences sociales que les sciences pures. Merci beaucoup, Raquel. Il nous reste quelques minutes pour quelques questions. La dernière va être, pas la dernière, mais une des dernières va être un peu plus générale. Entre autres, à la chaire, vous faites beaucoup de travaux sur ces questions-là. Est-ce que vous avez des pistes de solutions dont on n'a pas déjà parlé aujourd'hui, dont vous souhaiteriez traiter? Oui, non. Oui, c'est la meilleure. Je pense que, bon, nous, maintenant, on est en train de préparer une note, mais ça part dans 2 ou 3 mois, sur la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Alors, je pense que ça, c'est une chose qui est très relative à la compétence. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les arrimages entre les compétences et les marchés de travail. Et avec Catherine aussi, on fait des collaborations avec les groupes de capital humain
Et on a une collaboration pour voir qu'est-ce que c'est les enjeux entre l'éducation et la technologie, et dans les angles hommes-femmes, mais aussi dans l'angle total. Alors, ça, c'est comme deux projets très importants que je pense qu'ils vont nous donner des pistes dans quelle direction on doit y aller. Pénurie de main-d'œuvre, un problème, course, technologie, éducation. On doit gagner la course, l'éducation, elle doit gagner la course. Je pense que ma patronne a bien résumé l'ensemble des mesures. J'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Je rappelle aux gens que pour poser des questions, il faut les écrire, que lever la main, ça ne fonctionne pas. Donc, veuillez nous écrire vos questions là, dans le petit onglet à cet effet sur le site. Mais il nous reste le temps peut-être pour une question. Donc, je vais aller dans les questions générales. Donc, selon vos travaux et les résultats, si vous aviez des recommandations à faire aux décideurs publics qui nous écoutent aujourd'hui, une ou deux chacun, quelles seraient-elles? L'arrimage entre le marché du travail et la formation continue, je pense que c'est très important parce que maintenant, dans ce moment, dans le futur, on a déjà nommé plusieurs, mais maintenant, dans ce moment, il y a des personnes qui sont 35 années, 40 années, il y a des disparités hommes-femmes, c'est maintenant. On a besoin de formation continue et il faut un arrimage, technologie, éducation et former les personnes, je pense. Bien, les plus immédiates. C'est exactement en fait dans la continuité, c'est par rapport à ce que tu disais là, puis moi ce que je montrais c'est que moi dans mon chapitre c'est de la formation initiale, puis on voit que les effets sont vraiment à très long terme. Donc effectivement là les enjeux du vieillissement de la population, là je reviens à mes préoccupations, c'est des enjeux auxquels on fait face maintenant. Donc je pense que la formation continue est relativement sous-étudiée. Je pense qu'il y a des pistes à voir de ce côté-là. Et puis aussi, je pense qu'on a encore des marges de manœuvre en termes de taux d'emploi sur le marché du travail pour les travailleurs les plus expérimentés. Donc là, il y aura peut-être des nouveaux mécanismes incitatifs, donc il en existe déjà bien sûr, mais qu'on pourrait mettre en place pour accroître finalement la durée moyenne sur le marché du travail. Intégration des politiques. Un exemple pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Pourquoi est-ce que je peux partager avec mon épouse mon revenu de pension et pas mon revenu de travail? En quoi ça m'incite, en haut de 65 ans, quand je touche ma pension, continuer à travailler? C'est un exemple très clair. Bon, pourquoi on a permis ça? C'est une décision du gouvernement Harper en 2008 de mémoire. Mais il n'y a pas de logique. Tout le monde nous rabâche les oreilles. Ah, il faut continuer à travailler. Oui, mais on vous donne un incitatif fiscal à avoir une pension, puis vous allez réduire votre impôt pour le même montant exactement en dollars. Donc, une vision intégrée des politiques publiques, je dirais quasiment de la naissance à la mort. Bon, jusqu'à 75 ans, peut-être ça suffirait. La formation, les CPE, les questions, justement, bon, au niveau primaire, peut-être un peu moins grave, mais au niveau secondaire, s'assurer que tout le monde a la même opportunité de choisir qu'est-ce qu'il faut. Les immigrants qui arrivent dans un flux en parallèle, on forme du capital comment? De deux façons. Ceux qui naissent ici et qu'on fait pousser, puis ceux qu'on importe de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur, avoir un mécanisme d'intégration logique. On invite un paquet de monde à venir, mais bon, essayer ensuite de reconnaître leurs compétences, c'est la croix puis la bannière. À nouveau, intégration des politiques, ça ne se fait pas, la main gauche puis la main droite. S'assurer qu'on finance correctement les bons domaines d'études. On le fait un petit peu maintenant. J'ai vu au cégep, on offre des bourses pour certains domaines, mais je ne suis pas du tout certain qu'on a réfléchi de façon globale si c'était un meilleur choix à faire. S'assurer d'une intégration entre les politiques linguistiques et les politiques d'éducation. Donc, ça, c'est sur la vie durant. Puis à la fin, ce que je disais, à la toute fin, pourquoi le Québec, il faut se rappeler, encore parmi mes jeunes collègues qui ne sauraient pas, a été la première province à abolir la retraite obligatoire durant les années 80. Et si vous regardez l'âge de retraite auquel les gens partent au RRQ, on a eu l'impression que ça encourageait les gens à partir plus tôt plutôt que plus tard. C'était le résultat un peu étonnant. C'était ça le résultat. Alors, essayons d'intégrer une politique du capital humain de deux sources, natifs et immigrants, et à tous les flux pertinents en même temps. Merci beaucoup à nos trois panélistes.
Ce fut extrêmement intéressant. Je suis désolée pour les gens qui avaient des questions et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre. N'hésitez pas à contacter nos chercheurs, nos auteurs. Ils vont se faire un plaisir de... OK. Peut-être pas M. Vaillancourt, mais on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Fait que je vous remercie. Vous pouvez retourner à vos places. On va poursuivre avec Mme Catherine Eck, qui est co-directrice scientifique de l'ouvrage. Je me suis amenée, bonjour à tous, je me suis amenée un petit chronomètre parce que ce matin, quand je me préparais, j'ai parlé pendant 30 minutes, donc c'est vraiment pas le temps qui m'est alloué. Donc, je vais essayer de me tenir à mes 10 minutes maximum. C'est plus facile de me tenir à mes 10 minutes maximum maintenant que tout le monde a présenté parce qu'il y a plusieurs, en fait, pistes de solutions, faits qui ont été documentés dans le Québec économique, qui ont été présentés par les collègues qui ont fait le panel. Mais avant de poursuivre, je sais qu'on n'avait pas le droit de dire merci, Benoît il l'a dit, mais je ne peux pas le faire. Geneviève a été extrêmement utile durant tout ce processus. On sous-estime la quantité de travail qu'il peut y avoir derrière le Québec économique quand on n'a pas été partie prenante dans le processus. Donc, il y a énormément de relecture qui se fait. Benoît et moi et Geneviève, on a relu chaque chapitre plusieurs fois, ainsi qu'un comité de lecture au Cyrano. Donc, il y a toute une validation de qualité qui est faite, qui fait que le produit fini, en fait, on en est vraiment très, très fiers. Et moi, je vous donne un exemple. Durant la semaine, plus tard cette semaine, je dois faire une présentation sur les pénuries de main-d'œuvre au Québec. Et en fait, j'ai ressorti le Québec économique et j'ai été chercher différentes figures à différents endroits et il y a comme un fil conducteur qui s'est créé. Puis on l'a vu avec nos 3 panélistes ici qui ont travaillé de manière complètement autonome, en fait, et tous les chapitres, en fait, ont été faits de manière autonome, mais ce qui se dégage, c'est quand même des consensus à travers les chapitres et des liens vraiment intéressants qui permettent de mieux comprendre la situation du Québec, où on s'en va, d'où on vient et quelles sont les solutions potentielles. Donc, je ne vais pas refaire le point de l'éducation, même si c'est un point qui ressort énormément dans le Québec économique et pour lesquels les chercheurs ne s'étaient pas coordonnés du tout. C'est juste que ça l'a apparu. Et comme vous l'avez vu, la figure que Julien a présentée, le Québec est vraiment en retard par rapport aux autres provinces ou même aux pays les plus performants de l'OCDE en termes de diplomation universitaire. Et ça, c'est à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a une marge de manœuvre énorme pour améliorer notre productivité et améliorer le bien-être collectif. Donc, si on met en place les outils nécessaires pour relever ce défi-là, on a une marge quand même importante, alors qu'on est déjà dans les nations les plus privilégiées de la planète. Donc, si on se met d'attaque et qu'on investit dans l'éducation, je pense qu'on pourrait récolter des bénéfices importants. Par ailleurs, je vais revenir à d'autres chapitres sans gâcher le punch des auteurs qui vont venir plus tard faire des panels. Donc, ce matin, j'aurais carrément gâché le punch de tout le monde parce que j'allais trop dans les détails ayant lu tous les chapitres. Mais j'aimerais quand même souligner certains éléments qui répondent à certaines questions qui ont été posées, mais qui abordent ça d'un angle différent que celui de l'éducation. Donc, si on pense, par exemple, aux pénuries de main-d'œuvre, ce qui est intéressant dans certains des chapitres qui ressortent, c'est qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre qui sont réelles, il y en a d'autres qui sont moins réelles, qui sont plus des pénuries perçues ou des pénuries qui apparaissent plutôt dans les médias, mais qui ne sont pas nécessairement réelles. Et je vous invite à aller lire les chapitres pour identifier c'est où que ça se trouve, ces histoires-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde les chapitres, il y a d'autres solutions qui émergent pour ces pénuries-là, et ça passe entre autres par la réorganisation du travail. Il y a un chapitre très intéressant sur la réorganisation du travail dans le secteur de la santé qui offre des pistes de solutions sur comment partager les activités de manière différente. Je pense qu'on va se le dire, là, le système de la santé nous a extrêmement aidé durant la pandémie, il a sauvé un paquet de personnes, mais on a aussi réalisé que notre système de santé n'était pas du tout performant, alors même qu'on met énormément d'argent dans le système de santé. Notre système de santé a créé des impacts importants sur notre économie où il a fallu ralentir à des rythmes accélérés par rapport à ce qui se faisait, par exemple, en Europe, et on a dû fermer nos écoles plus que partout ailleurs, en Europe ou même aux États-Unis où il y a eu des fermetures plus ponctuelles. Donc,
ça, cette fragilité-là du système de santé se répercute à tous les niveaux et on ne peut pas poursuivre comme ça. Donc, le chapitre qui porte là-dessus offre des pistes de solutions qui ne sont pas nécessairement des pistes de solutions où les coûts vont augmenter, mais où l'efficacité pourrait augmenter beaucoup. Un autre chapitre qui est intéressant, ils sont tous intéressants, là, mais un autre chapitre qui est intéressant montre entre autres que les dirigeants des PME ont un niveau d'éducation beaucoup plus faible au Québec qu'ailleurs au Canada ou probablement ailleurs aussi dans les pays plus développés. Ce que ça suggère, ça, et ce que les auteurs montrent, c'est que ces dirigeants-là vont moins investir dans les nouvelles technologies. Et ça va affecter notre productivité et ça va augmenter notre besoin de main-d'œuvre peu qualifiée. Donc, il y a quelqu'un tantôt qui parlait, c'est quoi les solutions, c'est quoi l'équilibre? Évidemment, si on est capable d'investir plus dans les technologies qui nous sauvent la main-d'œuvre, ça va nous aider à avoir un moins grand besoin de main-d'œuvre peu qualifiée et de pouvoir avoir plus d'emplois dans les salaires plus élevés à main-d'œuvre plus qualifiée. Donc, il y a toutes ces stratégies-là aussi qui apparaissent dans le Québec économique à travers différents chapitres. L'autre chose qui est intéressante, qui apparaît aussi, il y a un chapitre sur l'immigration que je vous invite à lire, mais il y a aussi un chapitre de certains chercheurs qui regardent des populations plus marginalisées. Dans ce cas-là, ils s'intéressent à la population carcérale, mais il y a d'autres populations marginalisées auxquelles on pourrait penser et l'idée est d'aller voir comment favoriser leur réinsertion sociale. Donc, dans le chapitre qui est présenté, ils vont travailler surtout, ils ont des super belles données administratives sur la population carcérale et ils sont capables de voir quel programme va favoriser une baisse de la récidive, si on veut, criminelle. Et ce qu'ils auraient aimé vraiment regarder, bien, ils étaient contents de regarder ça, mais ce qu'ils auraient aimé regarder aussi, c'était la participation au marché du travail, le revenu que ces gens-là allaient pouvoir dégager plus tard dans la vie. Donc, tout ça, c'est rendu possible seulement si on a des données de qualité qui peuvent être fusionnées à travers les différents ministères. Donc, ce que ces auteurs-là mettent en lumière, c'est la puissance des données quand on y a accès. Donc, ils montrent qu'ils sont capables d'identifier les programmes les plus efficaces, mais ils nous montrent aussi où la limite arrive, c'est-à-dire que comme ils ont des données seulement du système carcéral, ils ne sont pas capables d'aller voir après, est-ce que mes personnes qui ont participé à tel programme, après, ils ont plus de facilité à trouver un emploi, à garder cet emploi-là, à avoir un revenu plus élevé. Donc, il y a beaucoup de travail qui peut être fait et je sais que notre ministre des Finances, Éric Girard, a ça comme mandat. Je suis vraiment contente, merci beaucoup, de nous faciliter l'accès aux données. Il faut aussi maintenant faciliter l'accès à la fusion de ces données-là et rendre transparent au Québec quelles données ont été fusionnées, quelles données des différents ministères ont été fusionnées à partir des fonds publics pour que les chercheurs puissent y avoir accès, évidemment, dans des environnements extrêmement sécurisés comme ceux de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, il y a un grand rôle des données qui va nous permettre de pousser plus loin et comprendre mieux par où on peut passer pour améliorer notre bien-être collectif et améliorer notre productivité. Je pense que l'autre élément dont on n'a pas trop discuté aujourd'hui, c'est tout l'aspect du télétravail. On a eu des chapitres vraiment intéressants sur le télétravail. Le Cyrano a des données du baromètre Cyrano qui nous ont permis de voir un peu les préférences des gens par rapport au télétravail. Donc, on voit, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on voit que l'avantage numéro 1 qui se dégage, que les gens disent aimer du télétravail, c'est la conciliation famille-travail. Et de l'autre côté, l'avantage numéro 1 de retourner au bureau, c'est d'avoir des interactions sociales avec leurs collègues. Donc, on voit que des deux côtés, ce qui prime dans la tête des gens en ce moment, c'est les interactions sociales, soit avec leur famille, soit avec les collègues. Et les travailleurs sont par ailleurs très lucides par rapport à la capacité des entreprises de les laisser travailler à la maison. Donc, je vous invite à lire ce chapitre-là qui donne un très bon portrait des perception des Québécois et des préférences des Québécois par rapport au télétravail. L'autre élément qui est intéressant, il y a aussi un chapitre qui se penche sur le télétravail et vraiment sur ses avantages et ses inconvénients d'un point de vue de la recherche, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et ce qui ressort de ce chapitre-là qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a aussi beaucoup de recherche qui va être nécessaire parce que c'est un mode de travail qu'on n'a pas utilisé autant qu'on le fait maintenant. L'autre chose qu'il faut garder en tête, il faut quand même être réaliste aussi, là, les données de l'EPA sont sorties récemment. Il n'y a pas tant de personnes que ça qui
qui ont la capacité d'avoir le travail à distance. Donc, il y a quand même 3 personnes sur 4 dans l'EPA qui déclarent ne jamais travailler à la maison. Donc, ça reste quand même pour une petite fraction de travailleurs qui sont en somme toute quand même assez privilégiés, mais de comprendre c'est quoi les avantages et les inconvénients et de balancer les avantages et les inconvénients pour les différents groupes va être important, comme les travailleurs très jeunes ne vont pas retenir les mêmes bénéfices du télétravail que les travailleurs qui ont des enfants ou même les travailleurs qui sont près de la retraite. Donc, les entreprises doivent être prudentes dans l'usage du télétravail et dans le balancement des avantages et des inconvénients. Mes minutes passent. J'aurais encore plein de choses à dire sur tous les beaux chapitres qui ont été écrits. Je veux aussi remercier, pendant que j'y suis, tous les auteurs qui ont collaboré. Il y en a 45 au total. On s'excuse pour tous les commentaires qu'on vous a faits, mais je pense qu'au final, on peut être très fiers du produit fini. Et je vous invite à le lire. Peut-être pas toutes, parce qu'il y a quand même 448 pages ou quelque chose comme ça. Benoît et moi, on l'a lu au moins 3 fois au complet, donc ça se fait. Et Geneviève aussi. Donc, mais vraiment, allez downloader le produit et regarder certains chapitres. Et juste en regardant les figures, on se fait déjà un excellent portrait de où se situe le Québec. C'est qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et l'autre chose que j'aimerais souligner en terminant, c'est que les solutions qu'on présente, oui, certaines sont vraiment en lien avec la pandémie, mais beaucoup des solutions, en fait, sont applicables, étaient applicables avant la pandémie et vont continuer d'être applicables après la pandémie. Donc, c'est un outil qui va être utile au-delà de juste le sortir de la pandémie. Donc, merci à tous. Merci aux panélistes. Excellent travail. C'était super intéressant. Et on vous invite aux prochains panels qui vont avoir lieu, je ne sais trop quand, mais Geneviève va nous le dire. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait un beau survol pas de tous les chapitres, mais de nombreux chapitres qui sont fort intéressants dans le livre, qui est maintenant disponible gratuitement sur le site. Donc, je vous invite à aller le chercher. Si vous souhaitez obtenir des copies de papier, si aussi possible, ça va l'être dans quelques semaines. C'est le temps des remerciements. Je ne peux pas... Catherine en a déjà glissé un mot, mais il faut souligner le travail des 45 auteurs qui ont contribué à cet ouvrage qui ne serait pas possible sans leur rapport. Ensuite, je souhaite remercier le comité de lecture qui est dirigé par Patrick Richard et qui cette année était composé d'Étienne Farvac de l'Université de Lille, Martineau Pelly, Université de Sherbrooke, Jémy Royer du groupe d'analyse, Philippe Morin de l'Université d'Ottawa et Daniel Parent de HEC Montréal. Et nous tenons également à souligner la part des nombreux ministères cette année. En fait, ce fut un record. Là. Il y a eu 5 ministères impliqués, soit le ministère des Finances, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Sécurité publique. Nous tenons également à souligner le travail de Mardi Gras pour la révision linguistique, la mise en page et la conception graphique de l'ouvrage. Personnellement, je tiens à souligner Molly-Van Panot pour son travail minutieux et acharné tout au long du projet. Et finalement, je tiens à remercier mes 2 directeurs scientifiques pour leur générosité dans leur temps et dans leurs commentaires. Ça fait un plaisir de travailler avec vous. Et je remercie pour l'organisation de cet événement Manon Blouet, qui est derrière la caméra ici, et l'équipe de Vincent Ouellette, qui s'occupe de la production de l'événement en ligne. Je pense que j'ai fait le tour de mes remerciements. Le prochain événement aura lieu le 21 avril prochain. Nous aurons une présentation de M. Jimmy Jean du Mouvement Desjardins, Yves Fortier du MTESS, Luc Bissonnette de l'Université Laval, entre autres, et d'autres panélistes. Donc, je vous invite à assister à cet événement. Et c'est tout. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que ça vous a plu. Merci. Ça fait plusieurs années qu'on sait que la formation a des impacts positifs sur les salaires, sur la productivité, sur l'innovation. Et
Il semble que peu de chercheurs s'intéressaient à ces questions de formation-là, du moins en économie. Il y a des retombées tant pour l'individu lui-même que pour la société d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Et ensuite, si on pense à la transformation numérique, c'est sûr que ça appelle à des différentes compétences. Pas tout le monde a les compétences de travailler sur les ordinateurs, a la compétence d'utiliser les Slack et Zoom et toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a suffisamment de travailleurs et est-ce que les travailleurs sont adéquatement qualifiés et en quantité suffisante pour répondre aux besoins? Tout ce qui est rehaussement des compétences, requalification, il y a un intérêt renouvelé, je dirais, pour les questions de formation. Je pense que la question de la transformation numérique a beaucoup plus d'impact et il y avait lieu d'avoir une nouvelle édition du Québec économique qui porte exclusivement sur les questions du marché du travail et des compétences, et c'est ce que cette nouvelle édition-là va faire. Cette année, nous en sommes à la 10e édition et les thèmes abordés dans cette édition sont extrêmement importants et variés. Je peux vous en nommer quelques-uns. On parle de l'immigration, de la pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, il a fallu parler de l'impact de la pandémie sur certains domaines de l'emploi, le télétravail, la mobilité des travailleurs, la mobilité sociale. Il y a plus de gens qui travaillent de la maison ou souvent dans des systèmes hybrides. Ça a des conséquences pour comment organiser le monde du travail. Ça a des conséquences pour les espaces dans lesquels on travaille. Quelles sont les compétences dont la demande augmente? Quels sont les besoins du marché du travail? Où est-ce qu'on va aller chercher les travailleurs nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail? Quels sont les nouveaux modes d'organisation du travail qui sont nécessaires pour bien s'adapter à la transformation numérique? Puis aussi la pandémie, on ne peut pas oublier cette question-là. On va regarder, par exemple, dans le Québec économique, il y a un chapitre qui se concentre sur la numératie, les habiletés en numératie. Et ces habiletés en numératie-là vont permettre d'avoir un salaire plus élevé au-delà des compétences qu'on peut avoir, par exemple, en littératie. Donc, ces compétences-là en numératie permettent d'accéder à certains emplois particuliers et particulièrement les gens qui ont des très fortes compétences en numératie vont avoir des salaires quand même pas mal plus élevés que les autres. Ce qui est clair, c'est qu'avec la transformation numérique, les tâches qui composent les emplois vont changer. Certains ont peur que les emplois disparaissent, mais nous, on pense que c'est plutôt les tâches qui vont changer. Et pour qu'un travailleur puisse s'adapter aux nouvelles tâches qui composent son emploi, on pense que la formation, c'est un ingrédient essentiel pour cette adaptation-là. Donc, les ouvrages de la série Le Québec économique sont des recueils de textes de chercheurs Cyrano, mais aussi de d'autres experts qui s'associent au Cyrano pour la publication de cet ouvrage. Ce livre contient aussi certains chapitres de nature plus générale, mais la majorité des chapitres portent sur des grands enjeux en lien avec la thématique annuelle et tentent d'identifier des pistes de réflexion, des pistes de solutions pour les décideurs afin de prendre des décisions éclairées et avoir un impact sur les politiques publiques.